La coupe de cristal a glissé au bord de la table. Elle a glissé comme si tout ce qu'elle contenait, la fête, le pouvoir, l'illusion de contrôle, se faufilait aussi. Le cristal a heurté le marbre et la pièce a retenu son souffle. Un petit bruit net qui, pendant une seconde, a dit plus que tous les applaudissements. Diego Arruda a baissé les yeux. Il avait l'habitude de dominer l'espace. À 38 ans, il dirigeait un groupe immobilier dont les façades bien éclairées donnaient à la ville une géométrie qu'on respectait. Il savait quelle table choisir, quel vin ouvrir, qui asseoir à côté de qui pour que les affaires se fassent comme on veut qu'elles se fassent, sans gestes parasites, sans gêne, sans humaine faiblesse. Ce soir-là, dans la grande salle vitrée du restaurant privé, sous les lumières qui pendaient comme des chandeliers modernes, il faisait ce qu'il savait faire de mieux, démontrer qu'il avait le monde dans la paume de la main. Sueli tenait la serviette pliée à l'intérieur de sa poche. Elle souriait par habitude quand elle servait, parce que le sourire était la politesse qu'on impose aux gestes invisibles. Elle travaillait pour la famille Arruda depuis 11 ans, connaissait les gestes de la maison, les médicaments d'hiver, la façon de plier un costume pour qu'il n'ait pas de plis. Ce soir-là, on l'avait appelée pour aider discrètement. La cuisinière remplaçante avait eu un empêchement. Elle est arrivée en tablier sobre, les mains encore chaudes du café qu'elle avait servi au chauffeur. Elle ne pensait pas qu'on lui demanderait de devenir le témoin central d'une humiliation. La conversation autour de la table était un tableau poli mais aiguisé. Accords cochés sur tablette, regards qui jaugeaient, sourires calibrés. Diego parlait d'un dossier, illustrait une projection. Les mots tombaient nets, et à un moment, pour faire rire ou pour affirmer sa supériorité, il fit une comparaison. Quelqu'un se déplaçant maladroitement, une allusion à une maladresse ménagère. La blague glissa vers Sueli sans qu'elle comprît. Les rires fusèrent. Il y eut ce type de rire qui n'est pas généreux mais qui marque un rang. « Vous devriez savoir rester à votre place », lança-t-il avec la raideur d'un rappel de hiérarchie en appuyant sur un mot qui sonnait comme une sentence. Les verres tintèrent, quelqu'un trouva ça drôle. Sueli s'est figé, un verre prêt à la main. La coupe qu'elle tenait glissa, heurta la table, puis le marbre. Le son, presque surnaturel à cette heure si mondaine, coupa la pièce en deux, avant et après. Les têtes se tournèrent, et pendant un instant, la salle s'est faite silencieuse, comme si la civière d'un secret venait de passer. Il y eut une lettre sur la table le lendemain. Une lettre sèche, imprimée, signée par un directeur que Sueli n'avait jamais rencontré. « Licenciement pour faute grave », disait l'en-tête. On décrivit une série d'irrégularités, des charges apposées d'un trait, des montants, une justification bureaucratique. Personne n'invita Sueli à s'expliquer. Son nom rayé de ce monde qu'elle connaissait depuis plus d'une décennie ressemblait à une blessure qu'on ne sait pas comment penser. Elle prit la lettre dans la petite chambre qui lui servait depuis des années, ferma la porte et la vit à l'intérieur de la pièce, qui ne demandait pas grand-chose, sauf un peu de pain pour le midi, se remit doucement à respirer. La chute de Diego ne fut pas brutale, mais elle fut rapide quand le moteur de la vie quotidienne s'est arrêté net. 4 mois après la tournée des congratulations, alors que des factures et des chiffres suivaient leur danse habituelle derrière les vitrines, un accident a changé la mesure. Une intersection mal éclairée, un automobiliste distrait, et la voiture de Diego se retrouvait encastrée contre un lampadaire. Il n'y eut pas de fanfare, juste la cacophonie des gyrophares dans la nuit, et cet instant où l'homme, qui croyait oublier la fragilité humaine, l'a rencontré face à face. On le trouva à terre, conscient mais incapable de se relever. 45 minutes, on dira plus tard. 45 minutes à sentir le sol froid sous sa tête, à écouter des voix se mêler au fracas du métal. Il sentit la douleur comme un écrin nouveau autour de son corps, et l'ironie d'être si puissant et si impuissant à la fois. Ces 45 minutes devinrent une sorte d'épreuve. Rien ne pouvait être commandé comme une table réservée. Le téléphone ne répondait pas comme il avait l'habitude de l'ordonner. Les contacts qui s'alignaient sur son écran ne se pressaient pas.
Dans ces 45 minutes, les mains civiles vinrent de loin, et l'ambulance finit par l'arracher à la rue. L'hôpital fut une architecture de lumières blanches et de couloirs qui ne connaissent pas les hiérarchies. Les machines parlaient une langue purement pratique, nombres, pulsations, air mécanique. Son corps protesta contre la trahison de la mobilité. La moelle avait été atteinte suffisamment pour offrir une immobilité partielle. Médicalement, on parla de lésion, d'un long processus de rééducation. Humainement, on parla peu, car à l'hôpital la compassion se mesure parfois à l'heure de visite et à la durée d'une présence. Viviane, la compagne qui avait partagé ses dîners mondains et ses photos d'événements, s'est retirée après les premières heures. Elle avait toujours eu la main légère sur la douleur d'autrui, et ce désengagement disait plus que n'importe quel mot. Qu'elle n'était pas prête pour ce qui ne se conçoit pas sur une page Instagram. « Je ne peux pas », a-t-elle dit une fois, la voix ferme comme une porte qui se referme. Elle repartit. Les proches vinrent ensuite, égarés, puis espacés. La famille fit des visites calculées, une présence courte, des sourires mesurés, des mots sur l'assurance et le prêt. Entre les visites, l'appartement de Diego, habituellement animé par secrétaires et appels, se vida comme un plateau après une représentation. Patricia et Fabio, la sœur et le beau-frère, avaient commencé à bouger dans l'ombre. Là où d'autres auraient appelé pour prendre des nouvelles, ils regardaient des bilans, des rapports, des flux financiers. Les entreprises n'ont pas d'âme morale, mais des comptes, des signatures à vérifier, des mandats à orchestrer. Leur intérêt n'était pas d'aider le frère à remonter la pente, c'était de l'aligner sur une stratégie où leur contrôle serait plus net. Ils venaient, parlaient chiffres, puis s'éclipsaient. Les sourires qu'ils laissaient derrière eux n'étaient pas confiance, c'était une mesure de calcul. Et la maison, la première frontalité avec l'infirmité fut cruelle. Les mains qui avaient tenu des réunions commençaient à ne plus tenir les couverts. Diego, qui connaissait chaque espace de ces immeubles, découvrait à quel point il était désormais dépendant d'un monde qu'il avait longtemps regardé de haut. Les tâches qui autrefois étaient invisibles, changer un pansement, chronométrer un médicament, fermer un pantalon avec une légère rigidité, devenaient ses nouveaux horizons. Sa fierté s'effritait doucement, la colère ne tarda pas à venir, colère contre l'accident, colère contre le monde, colère contre ceux qui avaient tourné les yeux. Il y eut des tentatives de soins, kinésithérapeute, équipe hospitalière, visite sporadique d'un médecin qui parlait de chance et de progrès. Mais la place du soin demande une constance que l'on n'achète pas avec de beaux mots. Les aides à domicile proposées par l'assurance étaient des solutions temporaires, des mains qui passaient et repartaient. Cela laissait des espaces entre les présences, des vides où l'on pouvait entendre ses propres pensées, parfois si mauvaises que l'homme qui avait dompté les contrats les sentait désormais comme des accusations. Clara restait. Elle était son assistante depuis 3 ans, une présence discrète et fidèle, celle qui connaissait l'agenda, savait quand il fallait insérer une signature et qui rappelait d'un mot précis une réunion. Clara venait quand elle le pouvait. Elle apportait des dossiers et une tasse de café un peu trop forte. Sa loyauté n'était pas du cirque émotionnel. Elle connaissait l'homme au travail, mais avait aussi vu quelques traits d'humanité. Elle devint l'un des rares contacts réguliers, comme un fil qui, bien que mince, retenait encore une partie du tissu social autour de Diego. Elle venait, observait les gestes, notait des incohérences dans les factures, relevait des chiffres qui ne collaient pas, mais pour l'instant, elle gardait cela pour elle. Il y a une nuance entre soupçonner et prouver. Dans les premières semaines, les médias ne s'en mêlèrent pas. L'image du dirigeant en fauteuil méritait peut-être un bref encadré de compassion sur quelques comptes de réseau, puis l'attention glissa vers une autre actualité. Pour Diego, l'indifférence publique valait parfois mieux que la pitié mesquine, mais l'indifférence privée, celle de partenaires, d'amis, de ceux qu'il considérait proches, brûlait plus. Pendant ces mois où le monde ordinaire continuait son rythme, il se passa des choses ailleurs.
Sueli, la femme qui avait ramassé la coupe brisée et qui avait rangé des costumes sans jamais demander quoi que ce soit en retour, vivait une autre chronologie. Elle avait été poussée dehors par une lettre, et ce départ n'avait pas été seulement une perte d'emploi, c'était un effondrement de routine, d'identité quotidienne. Elle occupait une chambre modeste dans une pension, à loyer payé au jour. Sa fille, Camilla, était la boussole de ses matins, 21 ans, en formation d'infirmière, travaillant les nuits et les week-ends pour payer les frais. Camilla portait en elle une énergie contenue, l'espoir pratique de quelqu'un qui construit un avenir en empilant de petites heures. Les économies de Sueli étaient maigres. 11 ans de service n'avaient pas généré une fortune. Elle avait des droits, bien sûr, un contrat, des fiches de paie quelque part, mais face à une lettre bien écrite et signée d'un responsable, la lutte juridique semblait coûteuse et lointaine. Alors elle fit ce que tant de gens font. Elle chercha du travail. Elle prit des petits boulots, fit des ménages chez des voisins, accepta une aide occasionnelle. Chaque jour, elle passait devant la vitrine de l'immeuble Arruda et regardait, parfois sans le vouloir, vers les fenêtres qu'elle connaissait si bien. La mémoire n'efface pas les 10 ans comme on efface une tache. Elle les recouvre d'un voile, et parfois le voile tombe. Elle vit aussi l'humiliation chaque fois que quelqu'un évoquait l'incident du dîner. Les gens aiment les histoires simples. La chute d'un verre devient métaphore d'un rang perdu. Les commérages transformèrent l'événement en anecdote de société. Et les regards posés sur elle n'étaient pas regardants, mais accusateurs. Sa dignité se retrouvait souvent à recoller des morceaux. Elle ne se considérait pas comme victime d'un spectacle. Elle était une travailleuse qui avait été reconnue jetable. Quand l'annonce apparut, c'était une de ces petites fenêtres qui s'ouvrent sur l'existence. Aide à domicile nécessaire, soins et assistance, salaire selon expérience, logement non fourni. C'était honnête, simple et économique. Elle hésita au début. Revenir chez les Arruda après une lettre froide? Que signifiait retourner sur la scène où l'on avait été humilié? Mais il y avait Camilla, et il y avait le frigo qui finit par connaître le goût amer du vide. La nécessité a sa propre voix, et la voix de la nécessité parla. Elle écrivit un message simple, professionnel. Elle dit qu'elle avait 11 ans d'expérience, qu'elle connaissait la maison et la routine, qu'elle était disponible pour des soins quotidiens. Il n'y avait pas d'appel au cœur dans sa réponse, seulement la reconnaissance d'un savoir-faire et le désir d'un salaire digne. Pour elle, retourner n'était pas une reddition, c'était une transaction claire, service contre salaire. Elle se présentait comme une professionnelle qui connaissait les gestes, pas une supplicante. Entre-temps, Diego apprenait à vivre avec le silence. Les nuits étaient les plus cruelles, on mesure alors ce qu'on a perdu. Il se surprenait à penser aux fenêtres de sa maison, à la façon dont elle donnait sur la ville, comme si elle l'avait déposée sur un piédestal pour mieux l'oublier. Parfois, il regardait les photos encadrées sur une étagère, sourires d'événements, mains serrées, lors d'inauguration. Il sentait le poids de l'image qui se fissurait. Et dans cet état, il commença à admettre des choses qu'il n'aurait jamais accepté de dire il y a 1 an. Qu'il avait été dur, parfois injuste, et que ses mots avaient des parfois blessés. Il y eut un appel. La voix à l'autre bout était mesurée, professionnelle. On lui proposa une aide, on lui parla d'une femme qui connaissait la maison. Il eut un moment de surprise, un frisson d'orgueil froissé à l'idée de la revoir. Il ne savait pas comment l'accueillir, avec un rappel de ce qui avait été fait, avec un silence gêné. Les conseillers médicaux disaient parfois qu'un patient progresse mieux quand il a une présence qui le respecte. Mais la présence qui respecte n'est pas la même chose que l'indulgence. L'annonce, l'acceptation, la préparation, tout cela se déroula sans drame apparent. Sueli annonça la décision à Camilla. Les deux firent des comptes. Elles regardèrent le bus, la valise légère, la blouse propre. Camilla, en apprenant que sa mère allait travailler à nouveau dans cette maison où tout avait mal tourné, resta silencieuse un instant, le visage durci par l'affection et la colère. « Fais juste ton travail », dit-elle finalement,
non comme un ordre, mais comme un souhait de protection. Elle savait que la dignité ne se criait pas, elle se vivait. Pendant que la valise se fermait, quelque part dans la ville, Diego commençait à envisager la possibilité d'un autre type de réparation. Il n'y avait encore ni aveu grandiose, ni geste public. Il y avait seulement ce passage intime, ce moment où l'homme regardait ses mains incapables de bouger comme avant et se demandait comment les réparer, non seulement physiquement, mais moralement. Le processus promettait d'être lent. Les lignes des choses à corriger étaient nombreuses. La douleur, la dépendance, la confiance rompue, les comptes à vérifier. Mais une petite porte venait de s'ouvrir. Quelqu'un connaissait la maison, savait où étaient rangés les médicaments, avait plié ses chemises pendant une décennie. Si cette histoire vous parle et que vous voulez suivre la suite de cette transformation humaine, abonnez-vous et restez avec nous pour voir comment la présence peut devenir un révélateur. Le jour où Sueli frappa à la porte du grand appartement, elle tenait son sac comme si elle portait un petit monde à l'intérieur. Quelques effets, des recettes, une bible de gestes professionnels. Elle n'avait pas l'idée d'être une héroïne. Elle venait comme une professionnelle, attentive à ne pas se laisser réduire au spectacle de l'humiliation. Diego ouvrit la porte. Le visage qu'elle retrouva n'était pas celui du patron inflexible des souvenirs. C'était un homme marqué, fatigué, qui cherchait un point d'ancrage. Ils se regardèrent. Les mots furent rares. Il y eut un échange sec de formalités, contrat signé provisoirement, horaire, tâches, pas de repentir public, pas de pardon demandé immédiatement. La tension resta, dense comme un fil tendu. Le premier jour commença par les gestes. La façon dont elle rangea les médicaments avait quelque chose de précis qui rassurait. La première fois qu'elle aida Diego à se laver, elle le fit sans spectacle ni pitié ostentatoire. Elle le fit comme on fait le travail pour que la personne retrouve une dignité élémentaire. Sa voix, lorsqu'elle donna des indications, était ferme. « Soulevez le bras comme je vous dis », dit-elle, et ce n'était pas une injonction, mais un guide. Diego s'y soumit, parfois embarrassé, parfois reconnaissant, sans savoir comment le dire. La cohabitation devint un laboratoire. Les gestes quotidiens, faire les courses, programmer une séance de kiné, préparer un repas facile à avaler, racontaient à voix basse la reconstruction. Ce n'était pas une rédemption instantanée, c'était une mise au travail des comportements. Chaque assistance était aussi une leçon invisible. Apprendre à demander de l'aide, apprendre à écouter, apprendre à admettre une erreur. Autour d'eux, les choses extérieures continuaient leur course. La société suivait son cours, les bureaux gardaient leurs secrets, les cousins rangeaient des dossiers. Et pourtant, dans ce démarrage, des fissures commencèrent à apparaître ailleurs, des petites traces sur des comptes, une facture mal placée, un transfert inhabituel qui fit froncer Clara. Elle nota. Elle en parla une fois avec l'oreille du personnel soignant. On lui répondit que parfois les erreurs arrivent, mais la persistance des anomalies entretenait un soupçon qui allait, peu à peu, mettre en mouvement quelque chose de plus grand. La maison, qui avait autrefois été une scène de pouvoir, devenait un champ de tension new layer, soins, dignité, soupçons d'injustice et intérêts coulissants. La vraie transformation du récit n'était pas encore accomplie. Elle commençait seulement à se dessiner dans la répétition des gestes, dans la tension qui naissait quand des vérités commençaient à se faufiler hors des dossiers. Et sous la surface, la volonté de réparer, de la part de certains, de prouver, et de la part d'autres, de défendre, commençait à se nouer, silencieuse, inévitable. Les semaines suivantes prirent la forme d'une minutieuse mise en ordre et d'une lente déflagration. La présence de Sueli dans l'appartement n'effaçait ni la douleur de Diego, ni les responsabilités qui pesaient sur les épaules de ceux qui l'entouraient. Elle accomplissait ses tâches comme on suit une partition, ordonnée, méthodique, sans fioriture. Quand elle pliait les chemises de Diego, elle les rangeait en respectant l'alignement des épaules. Quand elle préparait la seringue d'une perfusion, elle parlait posément, comme pour ne pas laisser la peur s'introduire.
Son professionnalisme se lisait dans des gestes simples qui remplaçaient des mots que les autres n'osaient pas prononcer. Clara observait. Elle était venue d'abord par loyauté, puis par inquiétude, puis par un souci qui prit la forme d'une obsession contenue. Des chiffres qui ne correspondaient pas. Les rapports mensuels, que personne n'avait autrefois le temps de vérifier de près, commencèrent à lui apparaître comme des cartes où certaines routes n'aboutissaient nulle part. Des transferts répétés à de petits comptes inconnus, des notes de frais aux libellés vagues, des fournisseurs qui, en apparence, existaient, mais dont l'adresse renvoyait à un local vide. Clara avait appris à reconnaître un pattern financier comme d'autres repèrent un mensonge dans un sourire. Elle commença à rassembler des feuilles, à photocopier des extraits, à faire des captures. Elle ne voulait pas jouer les accusateurs, elle voulait comprendre. Un soir, en triant des dossiers dans le bureau de Diego, elle tomba sur une série d'emails d'approbation signés numériquement. Certains avaient été émis au nom de la direction, mais l'adresse d'origine ne correspondait pas. D'autres faisaient référence à contrats fictifs. C'était sordide dans sa banalité, des petites sommes détournées par-ci par-là, qui formaient ensemble un filet de sécurité. Les sommes suffisantes pour financer une vie confortable hors du regard indiscret, mais pas assez pour attirer l'attention en une fois. Le procédé portait le style d'une coulée progressive, lisse, conçue pour passer inaperçue. Clara prit une décision. Elle confia ses trouvailles à Renato Siqueira, un avocat que Diego ne connaissait que de nom. Un praticien discret, célèbre dans certains cercles pour sa capacité à transformer une feuille de papier en rempart. Renato écouta, sans emphase. Ses questions furent précises. Il demanda des copies, des dates, des sources. « Nous devons faire un audit discret, » dit-il enfin. « Il faut tracer l'argent avant de faire quoi que ce soit. » Son premier conseil fut de ne rien exposer publiquement et de sécuriser les documents. Dans le langage prudent de la loi, il jurait par la preuve. La mécanique de l'enquête prit forme. Renato monta une équipe, un auditeur externe, un expert comptable et une technicienne en récupération de données. Ils travaillèrent en silence, dans une salle du siège, entourés de tasses de café tiède et de feuilles imprimées. On retrouva virements vers des comptes personnels au nom de prête-noms, notes de crédit fictives et des factures signées numériquement par des identités fantômes. Les traces pointèrent vers des comptes ouverts par un homme qui, sur le papier, n'avait jamais travaillé pour la société. D'où vinrent alors les millions qui circulaient par petits paquets. Les indices menèrent irrésistiblement vers deux noms, ceux de Patricia et de Fabio. La révélation n'avait rien de théâtral. Renato ne fit pas de conférence de presse. Il choisit la procédure qui gardait sa dignité et sa force. Une convocation devant le conseil d'administration assortie d'un dossier factuel, de copies certifiées et d'une proposition d'audition interne. Diego, au début, resta à l'écart. Il n'était pas encore prêt à affronter l'idée que sa famille politique avait pu jouer ainsi. Mais l'accumulation des preuves le tira du silence, comme un frisson lui arrache la main d'une surface chaude. La confrontation fut organisée avec soin. Renato prévint que toute action hâtive risquait d'effilocher les threads de preuves. Pour éviter toute accusation de manipulation, il demanda que la réunion se tienne en présence d'un secrétaire neutre et que l'on fasse des procès-verbaux. Il demanda aussi, d'un geste professionnel et sans drama, qu'on enregistre la séance. « Pour la transparence », dit-il. Aucun des présents n'avait d'objection publique. On accepte d'habitude l'idée d'un enregistrement quand on croit son innocence intangible. Patricia et Fabio acceptèrent, sûrs d'eux. La salle du conseil avait des parois en verre. Les vitres reflétaient les visages tendus et les écrans noirs des ordinateurs. Le dossier s'ouvrit. Renato exposa calmement les faits. Virements irréguliers, factures fantômes, mandats signés sans autorisation. Chaque feuille tombait comme un coup de marteau. On voyait la trajectoire de l'argent, on retrouvait les signatures numériques et les traces des IP. Lorsqu'on aborda une série de transferts qui s'étaient acheminés vers un compte géré par une firme de service, une société écran, Patricia tenta de reprendre la main sur la conversation, parla de procédures internes et de besoins temporaires.
Son discours était celui d'une exécutive qui avait appris à lisser les lignes, à transformer l'ambiguïté en justification. Fabio, à côté, gardait le visage fermé. Il parlait peu, laissant Patricia mener. Renato sortit alors la pièce maîtresse, un enregistrement d'une réunion antérieure, obtenue légalement, à laquelle certains des protagonistes avaient participé. Le procédé fut simple et net. Il s'agissait d'un enregistrement audio annexé à la documentation d'audit, obtenu avec l'accord de l'un des participants, ce qui le rendait recevable dans le cadre d'une procédure civile et d'un dépôt de plainte pour détournement de fonds. Le fichier fut lancé. La voix, au départ feutrée, se fit claire, des noms de compte, des instructions, des précisions sur comment régler, des factures sans éveiller les soupçons. À mesure que la voix se déployait, le visage de Patricia se colora d'une nuance de colère et de peur. Elle s'était crue habile, capable de manœuvrer dans les interstices administratifs. L'enregistrement la ramena à l'instant précis où ces mots, qui n'étaient que des outils, prirent la forme de preuves. Il n'y eut pas d'implosion spectaculaire. Il y eut des gens qui se regardèrent, des respirations qui eurent la courtoisie de rester calmes. Le Conseil vota l'ouverture d'une enquête interne et la suspension provisoire de Patricia et de Fabio de leurs fonctions. Ils furent retirés des comptes. La direction nomma un administrateur provisoire et donna mandat à Renato de porter plainte pour détournement. Le geste administratif était sec, mais humainement lourd. Il signifiait que la confiance avait été rompue et qu'on prendrait des mesures pour recoudre ce qui pouvait l'être. Quand l'affaire prit un visage légal, les conséquences personnelles se manifestèrent selon des logiques que la loi ne prévoyait pas, mais que la vie impose. Patricia, rencontrée plus tard à la sortie du bâtiment, offrit des mots qui se voulaient d'explication plutôt que de défense. Elle parla du poids d'une famille à maintenir, de décisions prises pour protéger un statut, de la peur de voir le patrimoine dispersé dans un moment d'incertitude. On entendit dans sa voix la panique de qui a cédé à l'angoisse plutôt qu'à la calculatrice. Fabio, lui, avoua plus tard devant l'avocat, des dettes accumulées qu'il n'avait su comment honorer, des pressions d'investisseurs privés, un cercle vicieux de prêts qui demandaient de l'argent pour rembourser d'autres prêts. Il n'y eut pas d'exonération de responsabilité dans ses aveux. Ils donnèrent seulement une dimension humaine, complexe, à ce qui avait d'abord paru une trahison plate. Pendant que les procédures avançaient, la place de Sueli se fit plus affirmée. Elle ne cherchait pas à tirer la lumière. Elle suivait la logique du travail bien fait. Mais la question de sa mise à l'écart injustifiée revenait comme une douleur sourde. Elle avait conservé des fiches de paie, des contrats signés, des photocopies d'anciens versements. Avec l'aide de Renato, elle put reconstituer son dossier. 11 années de travail, des heures supplémentaires non reconnues, des primes omises. Renato, qui jusque-là avait servi d'architecte aux investigations, se transforma en défenseur de la cause individuelle. « Nous ferons valoir vos droits », lui dit-il, pas pour la mise en spectacle, mais pour la réparation réelle. Le procès du travail se résuma, pour l'essentiel, à une série de pièces, de témoins et de règles. Le juge n'était pas un dragon de roman. Il était une personne désireuse d'ordinaire d'appliquer des textes. Les preuves furent présentées avec clarté. Les fiches de paie, les témoignages, la lettre de licenciement signée par un directeur qui n'avait jamais rencontré la salariée. Renato plaida pour la requalification du licenciement en abusif, la restitution des salaires, des indemnités et la reconnaissance des 11 ans de service. L'entreprise, contrainte par les faits, proposa une négociation. Dans la salle d'audience, il y eut peu de pathos. Il y eut du droit appliqué, des chiffres alignés et la détermination d'une femme à voir son parcours professionnel reconnu. Le jugement reconnut l'abus. Les 11 années furent rétablies. Le tribunal ordonna le paiement des salaires arriérés, des indemnités légales et une indemnisation compensatoire pour le préjudice moral. Ce dernier point subtil signifiait que l'humiliation publique, la lettre, le silence, la mise à l'écart, avaient un prix. Ce prix ne remettait rien à sa place. Il donnait cependant à Sueli
la possibilité de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. L'indemnité fut substantielle à l'échelle de sa vie, assez pour sécuriser un logement, pour investir dans un projet avec sa fille, pour respirer. Elle ne reçut pas d'applaudissements en sortant du tribunal. Il n'y eut pas non plus d'embrassade publique. Sa démarche resta discrète, mais sa décision fut claire. Elle ne désirait pas se contenter d'un chèque et d'un titre. Elle voulait une mise en pratique de ce que la réparation pouvait signifier. Avec Camilla, elles consacrèrent une partie des fonds à louer un petit local dans un quartier modeste, à acheter du matériel médical d'occasion et à s'enregistrer comme prestataires de services de soins à domicile. Elles avaient toutes deux l'expérience et la compétence. Camilla, étudiante infirmière, apportait la qualification. Sueli, l'organisation et la réputation de fiabilité. Le service naquit lentement. Le premier client fut une femme âgée qui avait besoin d'aide pour se lever le matin. Ensuite vint un jeune homme convalescent. Le bouche à oreille fonctionna. Leur approche était pragmatique. Soins effectués à l'heure, transparence dans les prix, respect pour la dignité du patient. Elle n'avait pas l'ambition d'un empire. Elle voulait la dignité au quotidien. On les vit, certains matins, sortir du petit local avec une boîte de médicaments, une liste de courses et une compassion retenue. Elles réinvestissaient dans l'affaire, remboursaient une dette éventuelle, mirent de côté un peu d'argent pour un véhicule. Leurs gestes étaient ceux de qui bâtit par le labeur plutôt que par la mise en scène. Pour Diego, le processus fut différent. La restitution matérielle ne suffisait pas à effacer les cicatrices de l'âme. Il assista aux audiences, parfois non comme un accusateur, mais comme un homme qui voyait les conséquences de ses actes. Il signa les chèques exigés par le tribunal et signa aussi, plus difficilement, les lettres internes qui provoquaient le changement dans la société. Il délégua la gestion opérationnelle à un administrateur de transition, accepta de suivre des séances avec un psychologue, d'abord par obligation, puis par une reconnaissance timide que l'orgueil reposait sur des habitudes à déconstruire. La rééducation physique fut un chantier de patience. Les premières séances de kinésithérapie ressemblaient à de petites victoires minuscules. Un doigt qu'on pouvait à nouveau fléchir, une tension musculaire qui se relâchait, une marche assistée qui dura 30 secondes. Diego apprit que progresser n'était pas une ligne droite, mais des oscillations, des jours meilleurs et des jours où l'on recule. Il garda un cahier où il notait ses progrès quotidiens, comme un entrepreneur note la croissance d'une start-up, chiffres modestes mais persistants. Sueli le vit lutter, ne pas crier, accepter l'aide sans posture de suppliant. Elle ne le transformait pas, elle lui rappelait ce qu'il pouvait faire. Ses interventions étaient brèves, efficaces et surtout sans l'encens qui aurait transformé une humiliation en spectacle de repentance. Le rôle de Clara se transforma aussi. Son travail d'investigation interne fut reconnu à sa juste mesure. Elle reçut d'abord la gratitude muette de Renato et des collègues, puis, quelques mois plus tard, une proposition, diriger la nouvelle cellule de conformité de l'entreprise. Elle accepta, consciente que sa promotion n'était pas une récompense pour une loyauté aveugle, mais une responsabilité accrue pour empêcher que les mêmes mécanismes de détournement ne se reproduisent. Sa promotion fut accompagnée d'une politique de transparence, audit régulier, contrôle des signatures numériques, double validation obligatoire pour certaines opérations. La culture d'entreprise changea non par une annonce théâtrale, mais par des procédures qui doucement firent reculer l'impunité. Que devint Patricia? Elle fut licenciée et fit face à une action civile visant à récupérer les sommes indûment perçues. Les tribunaux exigèrent des restitutions et une partie des fonds fut récupérée. La conséquence la plus aiguë fut peut-être la perte de statut et la honte sociale. Après cela, elle chercha un exil d'activité et fut contrainte de reconstruire, mais dans un autre ordre, sans les facilités qui auparavant semblaient naturelles. Fabio, quant à lui, se trouva devant des amendes et des poursuites pour gestion frauduleuse. Il dut vendre des biens pour couvrir des dettes. Leur châtiment n'était pas une vengeance. Il fut la conséquence de leurs actes inscrits en chiffres et en documents.
La société, de son côté, mit en place un programme de reconnaissance des travailleurs domestiques employés par les familles des cadres, règles claires sur les contrats, temps de repos, salaire conforme, formation. Ce n'était pas une opération d'image. Il n'y eut pas d'annonce solennelle au journal du matin. Les responsables comprirent qu'une institution sérieuse protège ceux qui la servent. Diego approuva la mesure non pas comme une décision momentanée, mais comme une obligation qu'il accepta de porter. Il signa les chartes, mais il sut aussi que sa signature n'était plus un symbole d'autorité. Elle devenait un engagement public. Les mois passèrent. Diego récupéra des fragments de mobilité. Il put, après 6 mois, tenir debout quelques instants sans aide et, au bout d'1 an, marcher de courtes distances avec un appui. Sa marche restait marquée par une prudence nouvelle. Ses pas n'avaient plus la légèreté arrogante d'autrefois. Il revenait progressivement dans les assemblées de la société, non pas pour imposer son autorité, mais pour témoigner, parfois silencieusement, de la nécessité d'une culture digne. Sa parole se fit moins tranchante et plus mesurée. Il commença à parler en faveur de programmes de travail social, de formation, de politique de ressources humaines fondées sur la dignité. Cela n'effaça pas les erreurs passées, mais démonta l'habitude du commandement abstrait pour la remplacer par la responsabilité concrète. Il y eut des moments d'embarras et de friction. Les anciens associés se méfiaient d'un homme qui venait de reconnaître publiquement son échec humanitaire. D'autres le virent comme un signe de faiblesse. Mais la constance du changement se mesurait ailleurs, dans les actions concrètes. La politique de la maison fut revue. On créa un fonds d'urgence pour les employés domestiques, on mit en place un processus transparent de licenciement et on exigea désormais des entretiens de sortie documentés. Clara fut la chef d'orchestre de cette transition, veillant plus aux actes qu'aux paroles. La relation entre Diego et Sueli ne se transforma pas en une romance de rédemption instantanée. Il y eut cependant des moments discrets et précieux, où l'on sentit que la reconnaissance avait changé d'échelle. Un soir, après une journée de kiné, Diego appela Sueli pour demander un vêtement qu'elle avait soigneusement plié des semaines auparavant. Elle lui apporta sans commentaire et restèrent quelques instants à côté de la commode, discutant de choses banales. La météo, le prix du pain, la difficulté d'obtenir certains médicaments. Il lui dit, enfin, avec une vérité sobre, « Je sais que je t'ai blessé ». Ce n'était pas un grand plaidoyer, mais une phrase claire. Elle répondit calmement, « Ce qui est fait est fait. Ce que je veux, c'est juste que ce soit juste. » C'était une exigence simple et puissante. La scène la plus délicate eut lieu dans la rue, moins théâtrale qu'attendue. Un jour, sur un trottoir qu'elles empruntaient toutes deux par hasard, Sueli et Diego se croisèrent. Ce n'était pas une rencontre organisée. Il promenait son chien existant dans l'ancien jardin d'immeubles transformés. Elle revenait d'une livraison chez un client. Leurs regards se croisèrent. Aucun geste grandiloquent ne suivit. Ils échangèrent un sourire léger, accompagnant un salut discret. Les voisins qui les virent eussent décrit la scène comme une petite chose, presque insignifiante. Pourtant, pour les deux, cette reconnaissance silencieuse mesurait mieux que toute cérémonie publique la réparation accomplie. La dignité était revenue par les détails du quotidien, par la reconnaissance des obligations assumées, plutôt que par des déclarations. En arrière-plan, la nouvelle entreprise de soins de Sueli et Camila s'était inscrite comme un service fiable et honnête. Elles avaient acquis un petit véhicule utilitaire, décoré avec un logo modeste. Le bouche à oreille fonctionna. Les familles des quartiers voisins qui cherchaient de l'honnêteté et de la compétence en prirent note. Elles eurent la rigueur de tenir un registre, d'offrir des formations continues pour la qualité des services et de s'entourer d'assurances correctes. Le succès n'était pas spectaculaire, mais il fut durable. Elles embauchèrent ensuite une autre patiente, puis une aide supplémentaire. Le projet restait fondé sur l'idée que les soins sont un métier, qu'on le fasse avec respect et méthode. Diego, de son côté, commença à investir dans des programmes sociaux qu'il finança partiellement.
Bourses pour des aides soignantes, subventions pour des formations et un partenariat avec une école locale pour renforcer les compétences des employés domestiques. Il apprit à mettre son argent au service d'un effet durable plutôt que d'acheter la tranquillité par des gestes superficiels. Ces initiatives furent critiquées pour être, au départ, tardives. Il accepta les critiques comme une discipline. Son humilité, parfois choquante pour ceux qui l'avaient connu autoritaire, devint un trait constant de son comportement, plutôt qu'une posture passagère. Le procès pour détournement suit son cours judiciaire, mais la compagnie récupéra une partie des fonds et la direction fut remplacée. La justice, lorsqu'elle intervint, le fit avec son rythme propre. Des convocations, des témoignages, des accords de restitution. Personne ne célébra les décisions des tribunaux comme s'il s'agissait d'une victoire morale. On discuta plutôt de la nécessité d'améliorer les contrôles internes. Les effets furent concrets. La transparence imposée par la réglementation interne réduisit les marges de manœuvre pour qui veut profiter dans l'ombre. Il y eut aussi des retours imprévus. Algunos empleados, qui avaient jadis observé avec peur les jeux de pouvoir, commencèrent à témoigner. Plusieurs exprimèrent leur soutien à la création d'un comité des employés, où la parole serait entendue. La nouveauté n'était pas dans l'idée, mais dans le fait que la parole des travailleurs domestiques fut prise au sérieux. Audition, recensement des contrats, accès plus simple à l'information sur les droits. Les petites actions devinrent des normes. Ce fut un changement plus lent qu'on ne l'imaginait, mais plus solide. La reconstruction intime de Diego prit des formes qui n'étaient ni rapides ni lyriques. Il eut des rechutes émotionnelles, des crises, des moments où il se demandait s'il ne valait pas mieux tout effacer et partir. Il rencontra aussi des gens qui le soutinrent sans flatterie, des kinés, des amis lucides, des collègues honnêtes. Chaque progrès physique se doublait d'un recul moral. Il dut affronter le fait que le pardon n'était pas un dû. Il fit des gestes concrets pour modifier son comportement. Il accueillit des employés anciens qui avaient été maltraités, paya des arriérés oubliés, remit en place des régimes de retraite pour certains auxiliaires. Ces actions, posées dans la durée, firent plus pour réparer son image que 100 discours repentants. Sueli, quant à elle, n'épousa pas la posture de la victime triomphante. Elle restait pragmatique. Son projet grandit sans perdre de son humilité. Elle partageait les bénéfices avec sa fille, investissait dans la formation continue, et une part des gains était consacrée à un petit fonds pour aider des familles en difficulté. Elle n'était pas devenue riche, elle était devenue indépendante. La plus grande victoire, à ses yeux, fut de pouvoir dire à sa fille que leur vie avait une trajectoire différente désormais. On a fait avec ce qu'on avait et c'était suffisant. Camila, qui avait gardé ses études, put obtenir une certification plus rapidement grâce aux moyens dégagés par l'indemnité et finalement s'embaucha à mi-temps dans la petite entreprise familiale, mêlant pratique et apprentissage. Il y eut aussi des gestes de solidarité publique discrètes. Un groupe de voisins organisa une collecte pour acheter des matériaux pour l'aménagement d'une salle de physiothérapie communautaire. D'autres apportèrent des meubles pour le petit bureau de Sueli et Camila. Ces initiatives n'étaient pas des manifestations de pitié, mais d'un respect retrouvé pour un travail autrefois invisible. À mesure que les choses reprenaient leur forme, la mémoire de la table où la coupe avait glissé perdait de sa puissance. Ce n'était plus un lieu de honte ou de ridiculisation, mais un souvenir dont la force avait été aplatie par des actions. On en parla parfois lors de réunions internes, comme un exemple de ce qui ne devait plus être toléré. Des mots qui blessent, des gestes qui humilient, des décisions prises sans humanité. La société établit des formations sur le management respectueux, sur la prévention des abus verbaux, sur la dignité en entreprise. Un an après l'accident, Diego marcha lors d'une cérémonie interne sans micro et sans projecteur. Il se tint debout pour quelques pas, accompagné d'une canne. Il n'y eut pas de discours pompeux. Il traversa la salle et salua des employés, serrant la main des gens qui autrefois l'avaient craint. Il se confia ensuite à Renato qui lui dit, en souriant à moitié, « Ce n'est pas une fin, c'est un chemin. » Diego acquiesça, fatigué, mais moins seul.
Sa route se mesurait désormais à la persistance de ses actes quotidiens. Le dernier acte de cette reconquête sociale fut un échange silencieux, sans témoin, sur un trottoir où les deux vies se frôlèrent sans trompette. Diego reparut un matin devant le cabinet d'une cliente que Sueli visitait. Il avait un petit bouquet, chose improbable venant de lui, et une hésitation visible. Il s'approcha. « Je voulais te dire merci », murmura-t-il. Ce n'était pas la phrase spectaculaire qu'on aurait pu imaginer dans un film. C'était une reconnaissance privée. Sueli le regarda, prit les fleurs d'une main ferme et répondit avec la même sobriété. « Prends soin de ce que tu reconstruis. » Elle ajouta « Et veille à ce que d'autres ne tombent pas comme moi. » Il hocha la tête. Il y eut un sourire. Bref, puis ils se séparèrent. La réparation n'était pas un pardon fulgurant ni une réconciliation dramatique. Elle tenait dans l'équilibre retrouvé, le respect mutuel, la justice appliquée, la reconnaissance du travail. Les cicatrices demeuraient comme de belles lignes anciennes sur un mur retapé. Elles rappelaient ce qui avait été brisé et ce qui avait été recousu. Dans les mois qui suivirent, la petite entreprise Soins Arruda, non sobre et sans fioriture, s'installa dans le quartier. Le logo, imaginé par Camilla, était simple, 2 mains ouvertes. Elles engagèrent d'autres aides, formèrent un petit réseau de proximité et mirent en place des pratiques éthiques strictes. Elles partagèrent aussi une partie de leurs revenus avec un fonds d'aide destiné aux familles des employés domestiques en difficulté. La réparation, pour elles, ne signifiait pas seulement recevoir. Elle impliquait de prévenir la répétition des injustices. La justice légale suivit son cours, la réparation matérielle fut accomplie, et la transformation sociale, lente et pragmatique, continua. Diego apprit à gouverner avec plus d'égard. Il n'était pas parfait, il n'était pas repentant en une nuit, mais il avait pris un engagement visible. Les espaces où l'on piétinait autrefois la dignité furent fermés par des procédures et des personnes déterminées. La maison d'autrefois devint, peu à peu, un lieu où des professionnels du soin pouvaient travailler avec dignité et où l'on redécouvrait la valeur du travail manuel. Le dernier plan se referma sur une image modeste. Une rue où l'hiver commençait à s'installer, des passants qui allaient à leur propre vie, et au bord du trottoir, 2 silhouettes qui se saluèrent d'un signe simple. Ils ne cherchèrent pas à transformer la scène en spectacle. Ils firent l'effort d'être humains. Le salut fut suffisant. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui croit encore que la dignité au travail est un combat nécessaire. Retrouvez dans la description des ressources sur les droits des travailleurs domestiques et des associations qui les soutiennent. Ce sont des gestes concrets que nous pouvons poser ensemble.